Après l'épisode précédent, Mercredi effectua un rituel dans sa chambre, espérant invoquer son ancêtre Goody, qui pourrait lui apprendre à contrôler son pouvoir psychique. Après avoir récité quelques sorts, la porte s'ouvrit soudainement et les bougies s'éteignirent. Elle pensa initialement que l'invocation avait réussi, mais il s'agissait de sa colocataire Enid, qui était revenue, entraînant une issue décevante. À ce moment, quelqu'un glissa une note sous la porte, lui disant que si elle voulait des réponses, elle devait se rendre dans la crypte de Crackstone à minuit. Elles décidèrent d'y aller ensemble pour en savoir plus. La porte était entr'ouverte, indiquant que le messager était arrivé. L'atmosphère étant trop sinistre, Enid eut peur et décida de monter la garde à l'extérieur. C'était la première visite de Mercredi dans cet endroit. Au centre, elle vit un grand cercueil de pierre émettant des bruits étranges. Il s'avéra que ses camarades de classe étaient venus pour lui organiser une fête d'anniversaire surprise. Mercredi resta impassible et jeta un coup d'œil à la main espionne à proximité, certaine que c'était son idée. Puis, un hôtel attira son attention. Il était gravé de mots d'avertissement, exactement ce qu'elle avait vu à l'académie la veille. Mercredi était sûre que ce n'était pas une coïncidence. Elle tendit la main pour le toucher et fut instantanément transportée 32 ans en arrière, où elle rencontra enfin son ancêtre Goody. Apparemment, Goody lui avait dit de trouver cet endroit pour arrêter le plan de Crackstone. Après son retour, elle dessina l'apparence de la porte. Compte tenu de l'incident de la farce lors de la dernière danse, la principale Wim soupçonna que le feu sur la pelouse la veille avait été allumé par le fils du maire. Cependant, cela fut rapidement écarté. Il insista pour qu'il trouve d'abord le coupable qui avait attaqué Eugène la dernière fois. Bien que l'échantillon de Xavier n'ait pas correspondu à la griffe du monstre, il restait le principal suspect aux yeux de Mercredi. Désemparé, Xavier partit après avoir déclaré qu'il était toujours prêt à l'aider. Peu après, le maire reçut un certificat de décès de Londres concernant Laurel, la sœur de Gates. Avec une attitude d'essai, Mercredi montra le dessin à Tyler, lui demandant s'il connaissait l'endroit. Tyler sourit, disant qu'il n'en avait aucune idée, car il y avait trop de portes similaires à Jericho. Désemparée, elle dut chercher Xavier, le principal suspect. Par coïncidence, il venait de dessiner une porte. Il montra qu'il avait recommencé à faire des rêves étranges récemment. Bien qu'il n'y ait pas de monstre dans ses rêves, une maison apparaissait presque à chaque fois, et il y faisait souvent du jogging. C'était l'ancienne maison des Gates. À ce moment, la main espionne tira le rideau, révélant une peinture de Mercredi jouant du violoncelle. Xavier devint gêné. Mercredi ne dit rien, mais suivit la piste qu'il lui avait fournie et trouva l'ancienne maison des Gates. Théoriquement, tous les membres de la famille Gates étaient morts. Elle se demanda pourquoi son ancêtre Goody l'avait guidée ici. Il devait y avoir une vérité cachée. Alors qu'elle était sur le point d'entrer, elle remarqua un mouvement à l'intérieur et se cacha rapidement. À son grand étonnement, la personne qui sortit de la maison était le maire. Il passa un appel téléphonique au shérif, lui disant qu'il avait découvert qui était le meurtrier. Il s'avéra que le maire avait déjà enquêté sur le meurtrier derrière l'affaire de la forêt. Mercredi profita de sa distraction pour se faufiler dans le coffre de sa voiture et voir de quelle vérité il parlait. Il arriva au café comme convenu, prêt à dire toute la vérité au shérif. Cependant, une voiture fonça sur lui et le projeta à plusieurs mètres. Le maire gisait inconscient sur le sol, semblant une fois de plus enterrer la vérité. Heureusement, il respirait encore. Le shérif était perplexe de voir Mercredi dans la voiture du maire. Elle expliqua qu'elle avait vu le maire sortir de l'ancienne maison des Gates, alors elle l'avait suivi par curiosité. Puis, elle l'avait vu être attaqué si brutalement. Il était clair qu'il avait vraiment des preuves. Tous les indices pointaient vers la famille Gates dans cette vieille maison. Mercredi apparaissait toujours au centre du tourbillon, ce qui faillit faire craquer la principale Wim. Elle décida donc de sceller complètement l'académie à partir de maintenant et interdit à Mercredi de quitter l'école jusqu'à nouvel ordre. La surveillante du dortoir, Marilyn, vint la réconforter et lui dit que tout ce que faisait la principale était pour sa protection. Tant qu'elle ne courait pas partout, elle n'aurait pas d'accident. Mais Mercredi n'avait besoin ni de son aide ni de sa sympathie, car avec les reproches de sa mère et de la psychologue, c'était déjà assez pénible pour elle. Marilyn ne put que partir, désespérée. Mercredi a toujours été indépendante. Si la principale ne la laissait pas quitter le campus, elle trouverait un moyen de s'échapper. Elle contacta donc Tyler pour qu'il vienne la chercher à 20h. Mais avant cela, elle devait trouver un moyen de sortir. Elle pensa immédiatement à sa colocataire Enid, qui était par chance une louve-garou. Il se trouvait que c'était la pleine lune ce soir-là. Enid pouvait prétendre devoir se transformer, ce qui les aiderait à obtenir un laissez-passer pour sortir de l'école. Elles décidèrent de tenter le coup et réussir à sortir. Les trois se regardèrent.
Tyler pensait qu'il s'agissait d'une soirée romantique à deux, tandis qu'Enid croyait à une sortie entre filles. Mais en fin de compte, ils devinrent tous les larbins de mercredi. Pendant ce temps, Xavier arriva au dortoir, intending à expliquer le but du tableau qu'il avait secrètement fait de mercredi, mais il trouva une chambre vide. Heureusement, il apprit où se trouvait mercredi grâce à la main espionne. À ce moment, les trois étaient déjà arrivés à l'ancienne résidence des Gates. Ils allèrent dans un garage et trouvèrent la berline qui avait percuté le maire. Puis, dans le salon, ils trouvèrent un portrait de famille des Gates. Les 4 personnes sur la photo étaient mortes. Sûrement, Goody ne les avait pas amenées ici pour cette raison. Ensuite, le groupe entra dans le bureau, rempli de toiles d'araignée et de poussière. À première vue, rien ne semblait déplacé, sauf un pilier étrangement propre. Clairement, c'était là que se trouvait le mécanisme secret. Mercredi appuya doucement dessus, et la bibliothèque s'ouvrit lentement. Puis, un sanctuaire avec un tableau de Crackstone apparut, et à côté se trouvaient les mots d'avertissement sanglants. Elle toucha les bougies dessus. Elles étaient encore chaudes, indiquant que quelqu'un n'était pas parti loin. Elle décida de se séparer. Tyler alla vérifier d'autres parties de la maison, tandis qu'elle et Enid montèrent à l'étage. Elles trouvèrent rapidement une chambre inhabituellement propre. Le lit était fait, il n'y avait ni toile d'araignée ni poussière sur la coiffeuse. Une boîte à maquillage portait les initiales de la sœur de Gates, indiquant que c'était la chambre de Laurel. Mais il était impossible qu'elle soit revenue dans la maison, car elle s'était noyée à l'étranger il y a 25 ans. Soudain, il y eut un bruit de verre brisé venant de l'extérieur, accompagné des cris de Tyler. Un monstre était apparu, exhibant sa silhouette hideuse. Elles se cachèrent immédiatement dans un ascenseur, parvenant à peine à fermer la porte avant que le monstre n'arrive. Cependant, le monstre n'avait pas l'intention de les laisser partir. Il déchira un trou dans la porte pour regarder à l'intérieur. En raison de l'âge, les cordes se détérioraient et ne pouvaient pas supporter leur poids. Elles tombèrent au fond de la maison, dans un entrepôt secret. Mercredi alluma la lumière principale. L'entrepôt était rempli des restes des victimes, mais elles n'avaient pas le temps de s'en inquiéter, avec un monstre toujours à leur trousse. À la dernière minute, elles réussirent à s'échapper par une fenêtre. Enid, terrifiée, voulait partir immédiatement, mais mercredi retourna sauver Tyler. Elle le trouva blessé à l'entrée. Alors qu'elle était sur le point de vérifier ses blessures, Xavier arriva également. Mercredi ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il apparaissait toujours à des moments aussi opportuns. Ils ramenèrent ensuite Tyler chez lui pour soigner ses blessures. Le shérif revint soudainement sans trop d'explications. Mercredi l'emmena sur les lieux pour voir les preuves qu'elle avait découvertes. À sa surprise, toutes les preuves matérielles avaient été nettoyées. Malgré ces explications, le shérif pensait toujours que Mercredi était une fauteuse de troubles et l'avertit de rester loin de son fils et de l'affaire. De retour à l'école, la principale Wim l'attendait déjà. Bien que Mercredi ait violé les règles de l'école et que la principale ait le pouvoir de l'expulser, elle ne pensait toujours pas avoir tort. Elle sortit une peinture prophétique sur l'académie, dessinée par la mère de Rowan avant sa mort. Elle disait que Mercredi était destiné à détruire l'académie et que Rowan avait tenté de la tuer 2 fois à cause de cela. Mercredi croyait que ce n'était pas le cas. Au contraire, elle sauverait l'académie. Elle demanda donc à la principale une autre chance, ce qui fut la seule fois où elle supplia. La principale hésita un moment, mais décida de la tolérer une fois de plus. Si cela se reproduisait, elle serait expulsée. Enid se sentait utilisée par Mercredi et avait failli perdre la vie à cause d'elle. Elle la réprimanda pour son égoïsme. Maintenant, elle ne voulait plus lui faire confiance ni vivre avec elle. Leur amitié avait chaviré. Cela rappela à Mercredi l'avertissement de Goody. Elle était destinée à être seule. Bien qu'elle ne se soucie pas d'avoir des amis, le départ d'Enid la rendait un peu triste. Elle avait pris la boîte à maquillage de Laurel en quittant l'ancienne maison des Gates. Quelques photos étaient cachées dessous, toutes des clichés secrets d'elle. Il était clair que le coupable la traquait. La maison, la famille Gates, Crackstone, le monstre et elle, tout était inexplicablement lié comme une toile d'araignée. Elle savait que le maire devait avoir des preuves clés en main, mais avec le coupable atteignant le maire gravement blessé, celui-ci fut réduit au silence pour toujours à l'hôpital. L'affaire fut à nouveau enveloppée de mystère. Lors des funérailles du maire, Mercredi observait les larmes et les masques de chacun. Le tueur était sûrement parmi ces personnes, et elle était déjà prête à réagir. Puis, une silhouette mystérieuse se cachait derrière un grand arbre. Elle se précipita pour la suivre, mais perdit la silhouette en chemin. Alors qu'elle était perplexe, la personne surgit de nulle part. Mercredi sortit la poignée de son parapluie en réponse, pour être paralysée par l'homme. En reconnaissant sa tête chauve, elle rit. La personne mystérieuse était son oncle chauve, qui vivait loin.
Il dit qu'il passait par là pour rendre visite à Mercredi, mais en réalité, il avait fait quelque chose ailleurs qui l'obligeait à se cacher pendant quelques jours. Il utilisait sa nièce comme refuge. Mercredi le cacha temporairement, lui et sa tête chauve, dans la société des guêpes de Gênes. Elle partagea avec lui les choses terrifiantes qui s'étaient passées à l'académie récemment et lui montra l'image du monstre. Il reconnut qu'il s'agissait d'une créature appelée Id, qui était une personne normale dans des circonstances normales. Cependant, lorsqu'elle se mettait en colère, elle se transformait en Id et commençait un massacre. D'après ce qu'il savait, avant de fonder l'Académie Nevermore, son fondateur avait voyagé à travers le monde, documentant chaque communauté de parias. Ce carnet était caché dans le coffre-fort de la bibliothèque Nightshade. Ils convinrent d'y aller pour enquêter la nuit. Mais quand Mercredi arriva, elle rencontra d'abord Xavier, qui cherchait également des informations. Il savait pourquoi Mercredi était là et lui dit explicitement qu'il n'y avait aucune information sur le monstre ici. Il lui dit qu'il était son véritable ami et que, lorsque personne d'autre ne la croyait, lui seul croyait en sa théorie. Mais tout ce qu'il obtenait en retour était de la suspicion et des mensonges. Mercredi le défia, disant que si c'était le cas, pourquoi Xavier était-il présent à chaque fois que le monstre attaquait? Il était là le jour où Rowan était mort. Le jour de la sortie, le monstre venait de disparaître depuis quelques minutes et il était apparu. De plus, il avait même dessiné une image de la grotte du monstre. Il avait même essayé de faire taire Eugène lorsqu'il était allé enquêter. Xavier, à court de mots, dut partir en silence. Dès qu'il partit, son oncle surgit de derrière, exhibant sa tête chauve, mais reçut un service de la main effrayante. Ensuite, ils commencèrent à s'affairer. Ils trouvèrent le coffre-fort derrière un tableau et, avec l'aide de la main, ils réussirent à le craquer et à voler le carnet. Selon les registres, Id, une créature née d'une mutation, était toujours en état dormant, éveillée uniquement par des événements traumatisants. Elle pouvait également être éveillée par une induction chimique ou une hypnose, ce qui créerait un lien entre Id et son libérateur, le monstre considérant son libérateur comme son maître. Peu importe les demandes faites par son nouveau maître, Id le servait volontiers. Cela impliquait que le meurtrier recherché par Mercredi n'était pas une seule personne. Xavier était, selon toute vraisemblance, la personne derrière tout cela. Il semblait pressé au téléphone, comme s'il avait quelqu'un à rencontrer, mais il ne souhaitait plus rien révéler à Mercredi. Son oncle installa un traceur sur la moto Tesla de Xavier, et ils le suivirent sur un cyclomoteur volé dans une forêt profonde. Étonnamment, ils découvrirent Xavier en réunion secrète avec la psychologue, marmonnant à propos d'un rêve où la psychologue mourait. Du point de vue de Mercredi, Xavier était peut-être le véritable monstre, avec la psychologue étant celle qui l'avait éveillé. Elle soupçonnait que la psychologue avait dû découvrir que Xavier était un Id et l'avait éveillé par hypnothérapie. Pendant que le groupe étudiait le carnet dans un café, le shérif sortit soudainement et fit afficher une affiche de recherche à la porte. Le criminel recherché était un voleur de banque dérangé. En y regardant de plus près, il s'agissait de l'oncle chauve de Mercredi. Sans que personne ne le sache, il s'était déjà caché. Tyler ne l'exposa pas, mais demanda à Mercredi de le rencontrer à la crypte de Crackstone ce soir-là, sans laisser de place aux excuses. Désemparée, elle accepta le rendez-vous. La nuit, la main espionne veillait sur le carnet à la maison pendant que Mercredi se rendait à la crypte de Crackstone. Tyler avait soigneusement décoré l'endroit, le rendant assez confortable et romantique. Ils finirent par regarder un film d'horreur de ensemble. Profitant de l'atmosphère étrange, Tyler confessa ses sentiments à Mercredi. Goûtant les fruits de l'amour pour la première fois, elle fut instantanément ébranlée par ces doux mots. Alors qu'ils étaient sur le point de s'embrasser, ils furent interrompus par le shérif enquêtant sur l'affaire. Il venait de trouver un cyclomoteur volé au bord du lac et cherchait le voleur, ne s'attendant jamais à tomber sur ces deux-là. Il en avait vraiment assez d'eux. Leur moment étant gâché, ils convinrent de poursuivre leur conversation une autre fois. Quand Mercredi revint à son dortoir, il était en désordre. Sa première pensée fut que le carnet avait été volé, et en se retournant, elle découvrit que la main espionne était horrifiante clouée au mur. Mercredi la retira rapidement et réveilla son oncle de son sommeil de cochon. Son oncle, possédant le pouvoir de contrôler la foudre, était familier avec l'électrothérapie. Malgré plusieurs tentatives, la main restait immobile. Il pensa abandonner le traitement, mais Mercredi ne pouvait accepter la perte de la main. Après plusieurs autres tentatives, la main ressuscita miraculeusement. Mercredi jura que celui qui était derrière se la paierait. Puisque l'identité de son oncle en tant que voleur avait été révélée, il décida de rester et de s'occuper de la main pour une dernière nuit avant de partir tôt le lendemain matin. Mercredi informa la principale Wim à ce sujet, et ce qui la perplexait était pourquoi la principale choisissait de garder cela secret malgré qu'elle savait que le monstre qu'il recherchait s'appelait Id. En fait, la principale avait ses propres raisons.
L'académie avait mené des recherches sur Id pendant de nombreuses années, mais il était imprévisible et extrêmement violent. Il y a 30 ans, l'académie avait dû complètement interdire les recherches sur Id. Si le shérif découvrait son existence, l'académie ferait face à une fermeture permanente. En tant que principale, elle ne permettrait jamais que cela arrive. Après avoir quitté le bureau, Mercredi croisa Bianca à mi-chemin. Guidée par elle, elle rencontra le fils du maire. Il avait trouvé les dossiers d'enquête de son père sur son ordinateur. Le maire semblait avoir cherché une femme nommée Laurel, la sœur de Gates. Selon la police britannique, Laurel s'était noyée, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. 1 an auparavant, une femme riche de 90 ans avait acheté l'ancien domaine des Gates. Après sa mort mystérieuse, toute sa fortune fut donnée à sa gardienne, qui s'appelait également Laurel. Il s'avéra que Laurel avait simulé sa propre mort pour se venger de la personne qu'elle croyait responsable du malheur de sa famille. Mercredi devina que la psychologue était Laurel déguisée, car personne ne pouvait s'infiltrer dans un hôpital plus facilement et discrètement qu'une psychologue.